Peut-on mesurer la culture de sécurité et que mesure-t-on quand on cherche à l'évaluer? En 1986 ont eu lieu deux grands accidents, l'explosion au décollage de la navette Challenger et l'accident nucléaire de Tchernobyl. Dans les deux cas, l'analyse a montré qu'il s'agissait d'accidents organisationnels ou systémiques. Ils ne pouvaient pas s'expliquer seulement par des comportements inadaptés des opérateurs de première ligne, mais résultaient d'une accumulation progressive de défaillances dans l'organisation qui avait mis à mal, l'une après l'autre, toutes les défenses et toutes les barrières de défense. On a alors parlé de climat de sécurité pour ensuite définir plus précisément le concept de culture de sécurité. Dans le domaine de la santé, cette culture constitue un élément préalable, incontournable à prendre en compte pour mener de manière efficace des actions d'amélioration de la sécurité des patients, des résidents, des personnes accompagnées ou des professionnels de santé. Il est maintenant clairement établi que la cause des événements indésirables qui surviennent chez les usagers est rarement liée au manque de connaissances des professionnels. Le plus souvent, les événements indésirables sont le fait de défauts d'organisation, d'absence de vérification, d'insuffisance de coordination ou de la communication. Bref, ils sont liés à un manque de culture commune de sécurité. Améliorer la sécurité des usagers implique donc de prendre en compte la culture de sécurité des acteurs de santé. La culture d'une organisation a une partie visible, les manières de faire, et une partie invisible, les manières de penser. Pour un individu, la partie visible comprend une structure organisationnelle, un organigramme, des règles fonctionnelles, des procédures, des processus qui se reflètent dans les systèmes techniques. Il comprend aussi un ensemble de comportements partagés, des rituels et des valeurs énoncées et revendiquées. La partie invisible est faite de savoirs accumulés, de croyances, de valeurs partagées mais non explicitées, d'évidences implicites qui ne sont écrites nulle part, mais qui influencent les façons de penser et de faire. C'est la dimension la plus difficile à percevoir par un observateur extérieur et celle dont le changement est le plus difficile. Les manières de faire et de penser de chaque individu sont ainsi influencées par les manières de faire et de penser partagées au sein de l'organisation, des collectifs auxquels l'individu appartient ou de la société. Il est important de noter que les manières de faire et les manières de penser s'influencent mutuellement. Par exemple, la réaction des managers quand on leur signale une situation dangereuse influencera les perceptions des professionnels sur la place donnée à la sécurité et leur prochain comportement en matière de signalement. Ainsi, la culture de sécurité sera-t-elle la résultante de l'implication des acteurs de soins, mais aussi du degré d'implication des managers, top management ou managers intermédiaires. Suivant le poids que le management et les salariés attribuent à la sécurité dans leurs arbitrages, on peut distinguer 4 grandes familles de cultures de sécurité typiques. L'objectif, on l'a compris, sera de tendre vers une culture intégrée, où la sécurité n'est plus une affaire de quelques-uns, mais bien une démarche au sein de laquelle managers et professionnels sont fortement impliqués. Réduire la culture de sécurité au seul signalement des incidents ou des accidents serait une erreur. En effet, comme l'a décrit avant nous James Reason, 4 composantes constituent la culture de sécurité. La culture du reporting et du signalement de la part du groupe, la culture du retour d'expérience ou de l'apprentissage, la culture juste ou management équitable, enfin la culture du travail en équipe pour s'adapter au changement. Il s'agira donc de s'intéresser équitablement à ces 4 dimensions si on souhaite évaluer correctement la culture d'une équipe en matière de sécurité. On le sait, tout soin, toute prise en charge doit faire l'objet d'une réflexion préalable. En fonction du contexte supposé et du but à atteindre, l'organisation a défini une conduite à tenir et des moyens techniques. Dans la réalité, le contexte n'est pas exactement celui qui avait été prévu. Pour atteindre le résultat escompté, l'activité humaine doit donc s'adapter à ces variations. Si un professionnel se contentait d'appliquer la procédure standard dans une situation différente que celle prévue initialement, le résultat ne serait pas celui qui était espéré. La sécurité repose donc sur 2 composantes. D'une part, la meilleure anticipation possible des situations susceptibles de survenir et la mise en place de règles et de moyens pour y faire face
en sécurité. C'est ce qu'on appelle la sécurité réglée. Elle valorise la conformité aux règles. La compétence des femmes et des hommes présents en temps réel, qui identifient la situation réelle, réagissent de façon appropriée. C'est ce qu'on appelle la sécurité gérée. Elle valorise l'initiative individuelle ou collective pertinente face à une situation. Ces deux dimensions ne sont pas indépendantes, puisque, par exemple, la sécurité gérée intègre l'appropriation des règles par les professionnels. Par ailleurs, les règles qui constituent la sécurité réglée peuvent aussi évoluer en fonction de l'expérience des situations gérées. Au final, la sécurité des soins est assurée par une combinaison pertinente de ces deux composantes en interaction. L'organisation doit donc investir dans les deux dimensions et favoriser l'articulation entre les deux par une meilleure prise en compte du retour d'expérience de terrain dans l'élaboration des tâches. C'est d'ailleurs un rôle essentiel du management de proximité. Comment évaluer notre culture de sécurité actuelle? On le sait, une culture de sécurité est complexe. Il est illusoire d'imaginer qu'une mesure simple et rapide pourrait en rendre compte. Il vaut donc mieux raisonner en termes de diagnostic ou de description. Décrire une culture de sécurité, c'est comprendre la façon dont la culture organisationnelle et ses différentes composantes influencent positivement ou négativement les arbitrages de tous les acteurs en matière de sécurité. Il s'agit donc d'une approche proactive qui vise à renforcer les facteurs qui contribuent positivement à la sécurité et à traiter collectivement ceux qui sont susceptibles de la mettre à mal. Pour approcher le faisceau complexe de causes et d'effets que recouvre la culture de sécurité, la démarche mise en œuvre cherche notamment des réponses sur de multiples points. Une démarche de diagnostic de la culture de sécurité est une construction avec les acteurs autour des aspects psychologiques, comportementaux et organisationnels, alimentés par plusieurs types de méthodes qui se complètent mutuellement. La compréhension du contexte de l'histoire, de l'entité et des contraintes ainsi que la sécurité que l'organisation doit prendre en compte, l'analyse de documents, par exemple procédures, politiques, chartes, comptes rendus et bilans d'instance, l'analyse des perceptions par chaque famille d'acteurs, des effets qu'ont l'organisation et les situations de travail sur la contribution de tous à la sécurité, par exemple à partir d'un questionnaire ou d'entretiens individuels et ou collectifs. Enfin, l'observation des situations de travail et des arbitrages qui sont faits au quotidien. Ainsi, va-t-on chercher à analyser ce que l'on a, ce que l'on fait, ce que l'on ressent. Ainsi, c'est bien la consolidation de toutes ces données qui permettra d'avoir un diagnostic précis de la situation. Cependant, le résultat du diagnostic n'est pas une mesure objective qui s'imposerait à tous par sa valeur de vérité. C'est un objet intermédiaire qui doit être communiqué aux acteurs concernés, mis en débat, précisé et amendé pour parvenir à un diagnostic largement partagé, lui-même point de départ d'un processus du changement. Trop d'établissements de structures se contentent d'un diagnostic de culture, de sécurité, sans engager par la suite des actions à la hauteur du constat. Cette position est contre-productive, car la réalisation du diagnostic a suscité des attentes de la part du personnel, qui peut se sentir floué par l'absence de suite. Le diagnostic ne constitue donc pas un objectif en soi. Il vaut mieux, d'ailleurs, ne pas enclencher ce type de démarche si l'organisation n'est pas mûre pour affronter collectivement et traiter les problèmes, souvent profonds, que révèle le diagnostic. En conclusion, on retiendra que le développement de la culture de sécurité ne peut voir le jour sans la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs de l'organisation. La direction ne doit s'engager dans un diagnostic que si elle est prête, d'une part, à associer à la démarche l'ensemble de la ligne managériale, mais aussi les représentants du personnel, les équipes de terrain, les services supports, les entreprises et les partenaires extérieurs, sans oublier les usagers et les collectivités territoriales. D'autre part, à entendre, partager et mettre en discussion les résultats du diagnostic, quels que soient les résultats,
pour enclencher la dynamique de transformation nécessaire.